thème que j'avais choisi d'aborder, c'est existe-t-il un impôt libertarien, ou à la recherche de l'impôt libertarien. Et je vois bien que ceux parmi vous qui sont déjà des libertariens convaincus trouvent que c'est presque une contradiction dans les termes que de dire qu'un impôt peut être libertarien. Il y a quelque chose d'un peu incongru à associer ces deux mots, c'est une sorte d'oxymore. Un impôt, finalement, on a envie de dire un impôt ne peut pas être libertarien. Et pourtant, vous allez voir que, au fur et à mesure de nos réflexions, sans doute que vous arriverez peut-être, comme moi, à la conclusion qu'il y a moyen de concevoir un impôt qui soit proche de la philosophie libertarienne, qui soit libertariano-compatible. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ça? D'abord parce que personnellement je suis fiscaliste et que donc l'impôt c'est la matière de mon quotidien sur laquelle je réfléchis habituellement. Et d'autre part parce que je crois qu'il y a dans la philosophie libertarienne, et c'est assez paradoxal je crois, mais il y a une espèce de manque en matière d'impôt. J'ai l'impression quand je lis les réflexions des libertariens en matière fiscale qu'on n'est pas très cohérent sur ce sujet. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et c'est pour ça que personnellement je vous. Alors d'abord je voudrais, pour commencer, dire que si l'on est libertarien, et c'est le cas de certains libertariens, et qu'on estime que l'État ne devrait pas exister, que l'État est par définition l'instrument d'une contrainte et que donc, puisque nous sommes opposés à l'utilisation de la contrainte dans les rapports humains, l'État ne devrait pas exister, eh bien, il faut arriver nécessairement à la conclusion que l'impôt, qui est la manière dont l'État se finance, ne devrait pas exister non plus. Alors là, j'ai envie de dire que si c'est à cet aspect-là de la philosophie libertarienne qu'on adhère, il n'y a plus de discussion possible, l'impôt ne doit pas exister, il n'y a pas d'impôt libertarien, il n'y a pas d'État, il n'y a rien de tout ça. Mais le mouvement libertarien n'est pas tout à fait univoque sur cette question. Il y a beaucoup de libertariens, et j'en fais partie, qui pensent que l'État ne peut pas disparaître, que l'État est un mal inévitable, que l'on doit subir parce qu'il n'y a pas moyen de le remplacer par autre chose qu'un État. Et que par conséquent, la question se pose de savoir comment on va financer ces dépenses. Je précise tout de suite que cette tendance à laquelle je pense appartenir n'est pas du tout isolée au sein du mouvement libertarien, puisque Ludwig von Mises et Ayn Rand, qui sont les deux grandes figures intellectuelles du mouvement libertarien du XXe siècle, étaient partisanes du maintien de l'État. Je voulais distinguer deux choses. D'abord, et ce sera la première partie de la discussion que je voudrais ouvrir, il y a un aspect philosophique à la conception que l'on a de l'impôt. Donc il y a ce débat philosophique, quel est l'impôt que l'on pense compatible avec la philosophie libertarienne? Mais il y a un deuxième aspect, qui est l'aspect politique, qui concerne plus le parti libertarien, qui est qu'est-ce qu'on va inscrire dans notre parti, dans le programme de notre parti politique, comme étant un but que l'on se fixe pour notre parti. Et les deux doivent être agencés d'une manière cohérente. Mais ça n'est pas nécessairement la même chose ce qu'on pense sur le plan philosophique et ce que l'on pense et ce que l'on défend sur le plan politique. Alors, il faut être conscient, quand on parle d'impôt, du fait que les démocraties libérales et les social-démocraties d'aujourd'hui ont développé tout un système fiscal qui n'a jamais existé dans le passé, qui est tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on subit actuellement comme impôt est quelque chose de tout à fait exceptionnel dans l'histoire. Il y a toujours eu des impôts, mais pas des impôts de la nature et de la sorte que nous subissons aujourd'hui. En réalité, en démocratie, l'impôt s'est focalisé sur deux aspects. D'abord, l'aspect indolore, et d'autre part, l'aspect redistributif. Ces deux caractéristiques de l'impôt sont celles qui façonnent notre système fiscal actuel. Ce que, en d'autres termes, les gouvernements des États démocratiques cherchent, c'est à avoir l'impôt le plus indolore et le plus redistributif qui soit. Et ça se traduit dans la manière dont le système fiscal est construit. Les principales recettes fiscales, c'est l'impôt sur les revenus et la TVA. D'abord l'impôt sur les revenus qui se paye la part du lion, ensuite la TVA. Et ensuite,
il y a des impôts sur certaines transactions particulières. On pense à l'impôt sur la consommation d'essence, de tabac, d'alcool, des accises. On pense au droit d'enregistrement sur les ventes d'immeubles. Et puis, il y a un impôt sur une catégorie particulière de transmission, les transmissions à cause de mort, c'est-à-dire les droits de succession. Mais les deux principaux impôts des systèmes fiscaux de tous les pays occidentaux, c'est l'impôt sur les revenus et l'impôt sur la consommation, en d'autres termes, la TVA. Est-ce que ces impôts sont compatibles avec la philosophie libertarienne? Là, il n'y a pas beaucoup de suspense pour ceux qui sont ici, on sait bien que non. Et pourquoi? Pourquoi ces impôts ne sont-ils pas compatibles avec notre philosophie? D'abord parce qu'on part du principe que dans nos transactions, dans nos échanges, on doit respecter l'autonomie de la volonté. Donc nos échanges doivent être volontaires, ils ne doivent pas être contraints. Et deuxièmement, parce que nous pensons que la propriété privée est une institution très importante et que, pour les raisons que je vais expliquer dans quelques instants, le système fiscal actuel ne les respecte pas. Et c'est parce que nous sommes attachés à la défense de la propriété privée qu'on pense que, par principe, la redistribution forcée des revenus des uns aux autres n'est pas compatible avec notre philosophie. Et c'est le cas de l'impôt sur les revenus. Il est redistributif par définition. Oui, je te vois sceptique. Non, l'impôt sur les revenus est redistributif par définition. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un impôt qui est prélevé en fonction du revenu des individus et non pas en fonction des services qu'ils reçoivent de l'État. Et donc, c'est un impôt qui aboutit nécessairement à des transferts entre individus en fonction du niveau des revenus. Alors, il y a un débat que j'ai eu souvent avec des libertariens ou avec des libéraux, qui est le débat autour de la flat tax. Quand on nous parle de flat tax, qu'est-ce que c'est la flat tax? C'est un impôt à taux unique qui frapperait l'intégralité des revenus. Alors on dit oui, il y aura la flat tax, on va supprimer toutes les niches fiscales, et avec une flat tax à 20%, on va financer l'intégralité des services de l'État. Moi, je n'ai jamais été convaincu par l'idée de la flat tax. Pourquoi? Mais parce que l'impôt soit progressif, c'est-à-dire que les tranches d'imposition augmentent avec le niveau du revenu, ou qu'il soit proportionnel comme l'est une flat tax, dans tous les cas, l'impôt est dépendant d'un critère qui est arbitraire, qui est le niveau de revenu de celui qui le paye. C'est un critère arbitraire parce que c'est un critère qui est sans aucune relation avec le niveau des services que l'individu perçoit de l'État. En réalité, si on veut aller un petit peu plus loin dans le raisonnement, on s'aperçoit que cet impôt sur les revenus, et je pense que d'ici 100 ou 200 ans, on sera peut-être sans doute plus là pour le voir, mais d'ici 100 ou 200 ans, on se rendra compte que l'impôt sur les revenus a été et a toujours été quelque chose d'aberrant. Pourquoi? Parce que l'impôt sur les revenus, en fait, n'est pas un impôt sur les revenus. Alors, je me sens sceptique quand je dis ça. L'impôt sur le revenu ne frappe pas l'utilité que l'on tire de ses activités, il ne frappe pas l'utilité que l'on tire de son patrimoine, il frappe uniquement les échanges que l'on fait en relation avec ses activités ou en relation avec son patrimoine. Il n'y a pas d'impôt sur les revenus lorsqu'on tire un revenu d'une activité que l'on fait seul ou avec sa famille dans un cadre privé. Si vous faites du bricolage, et c'est le cas de beaucoup de gens qui bricolent beaucoup, qui travaillent beaucoup pour eux-mêmes, vous ne devez pas payer l'impôt sur les revenus. Alors ça a l'air d'aller de soi quand on le présente comme ça, mais pourquoi, dans la logique de l'impôt sur le revenu, faudrait-il qu'il y ait un impôt sur le revenu de l'échange et pas sur le revenu que l'on se procure à soi-même en travaillant dans son jardin ou dans son garage? Bien, la raison, c'est que l'impôt n'est pas un impôt sur le revenu, c'est un impôt sur l'échange. Et on peut aller plus loin. Celui qui bénéficie d'un beau jardin ou d'une belle maison tire une utilité, un avantage, une jouissance que lui procure son patrimoine, et cette jouissance n'est pas taxée. Tandis que, inversement, pas en tant que tel, mais ce qui est taxé, c'est l'avantage économique que l'on tire de cette jouissance, et pas l'avantage subjectif et personnel. Et on le tire lorsqu'il y a échange. Alors je sais bien, on va trouver des exceptions, etc., mais sur le principe, c'est l'idée qui prévaut dans toutes les démocraties, et même dans le monde entier. Dans l'impôt sur les revenus, au fond, le fisc ne va venir prélever l'impôt que lorsqu'il y a une transaction
entre plusieurs personnes. Et en réalité, on s'apercevra un jour ou l'autre, et il y aura peut-être des économistes pour le dire, que, au fond, l'impôt sur le revenu n'est pas fondamentalement différent des droits de douane. À ceci près que l'impôt sur les revenus fonctionne comme des droits de douane interindividuels. Il est encore bien pire que des droits de douane sur les importations ou sur les exportations, puisqu'il fonctionne à tous les niveaux d'échange entre les individus. Là où les droits de douane, quant à eux, ne fonctionnent que s'il y a des biens qui traversent une frontière. Tandis que l'impôt sur les revenus, lui, frappe tous les échanges quels qu'ils soient, échange de biens, échange de services. Et on se rendra compte donc que, comme tout impôt qui décourage son assiette, l'impôt sur les revenus décourage l'échange, il décourage la coopération, il favorise le repli sur soi, et il favorise au fond le do-it-yourself, l'enfermement individuel plutôt que la coopération volontaire. Et donc quand on entend toutes sortes de philosophes ou d'humanistes qui disent « mais nous sommes favorables à ce que les choses se fassent ensemble, nous sommes favorables au vivre ensemble, et pour ça il faut augmenter les impôts », ce sont des gens qui prônent les mesures exactement à l'opposé du résultat qu'ils recherchent. Si l'on recherchait effectivement la coopération individuelle, on devrait abolir l'impôt sur le revenu. Et on verrait les gens coopérer beaucoup plus volontairement et beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps, puisqu'il n'y aurait pas entre eux cet échange interindividuel. On imagine la situation, enfin tout le monde connaît cette situation absurde d'avoir rencontré des universitaires qui ont fait 10 ans d'études, des grands médecins, etc., qui le samedi prennent leur voiture, vont chez Ikea, s'acheter des meubles emballés dans du carton, qui rentrent chez eux et qui montent à grand-peine pendant 3 heures, ça m'est arrivé aussi, ils essayent de déchiffrer un plan, plutôt que de demander à quelqu'un qui fait ça toute la journée de le faire pour lui. Mais c'est absurde. Le chirurgien devrait se concentrer sur la chirurgie et le monteur de meubles devrait se concentrer sur le montage de meubles. C'est la loi bien connue des échanges qui veut que chacun bénéficie d'un échange dans la mesure où il fait ce qu'il fait le mieux. Ça c'est pour l'impôt sur les revenus. Maintenant la TVA. Dans le programme du Parti libertarien, on a l'air pas trop défavorable à la TVA, et c'est vrai que la TVA est un impôt qui est beaucoup plus neutre que l'impôt sur les revenus, puisque la TVA frappe la consommation, et que, puisqu'on doit tous consommer, la TVA est un impôt qui a assez peu d'impact dans nos choix individuels. On a vu que l'impôt sur les revenus fonctionne comme des droits de douane individuels et donc décourage l'échange. La TVA n'a pas cet effet de décourager l'échange, et comme il est à un taux plus ou moins uniforme sur toutes les dépenses que l'on fait, eh bien, il n'a pas beaucoup de conséquences sur les choix que nous faisons. Mais tout de même, c'est un impôt qui reste arbitraire puisqu'il frappe les dépenses et que les dépenses que l'on fait ne sont pas nécessairement en relation avec les services qu'on reçoit de l'État. Et donc la TVA me paraît un impôt qui garde une part d'arbitraire importante, même s'il est plus neutre et préférable à l'impôt sur les revenus. Alors, maintenant, je vous ai dit que je pense que l'impôt sur les revenus n'est pas un impôt libertarien, que la TVA me paraît un peu mieux, mais enfin pas tout à fait convaincant quand même. Quel est l'impôt libertarien? Comment est-ce qu'on peut imaginer philosophiquement de dire voilà les règles qui s'appliquent à un impôt compatible avec la philosophie libertarienne? À mon avis, ces règles doivent être au nombre de 3. Et on pourrait imaginer une constitution dans laquelle ces règles seraient inscrites expressément pour protéger le citoyen. Première règle. L'impôt pourrait très bien être volontaire. On pourrait très bien imaginer, alors là tout de suite on dit un impôt volontaire, qui le payera, c'est impossible. Non, c'est pas vrai. On peut très bien imaginer dans un système où l'impôt contraint est relativement modéré, que l'on dise aux gens, si vous voulez contribuer plus que ce que vous ne devez, eh bien vous pouvez. On peut même imaginer que ce type d'impôt volontaire fasse l'objet de l'attribution d'honneur par le gouvernement. Tous les gouvernements distribuent des médailles ou des titres de noblesse. On pourrait très bien imaginer de lier l'attribution des médailles ou des titres de noblesse à ceux qui décident volontairement de payer plus d'impôts qu'ils ne doivent. Ça ne coûterait rien à personne et ça ferait peut-être plaisir à certains qui deviendraient barons ou chevaliers tout simplement parce qu'ils ont décidé de payer des impôts. Alors évidemment, nous, ça nous fait bien rigoler, mais on pourrait bien imaginer que les gens aient envie de le faire. Donc, un impôt volontaire est compatible avec la philosophie libertarienne. Un autre impôt qui est compatible avec la philosophie libertarienne, c'est l'impôt qui rémunère un service rendu.
Je ne crois pas qu'il y ait chez les libertariens des gens qui disent que on doit pouvoir bénéficier gratuitement des services de l'État. Personne ne dit ça. On dit tous au contraire que si l'on reçoit des services de l'État, ben, il est normal que l'on en paye le prix. Et on peut tout à fait imaginer qu'un certain nombre d'impôts rémunèrent des services que l'État nous rend, pour autant que l'État soit un État minimal et qui ne s'occupe pas de tout, et qui ne nous demande pas d'acheter des services qu'on n'a pas envie d'acheter. Mais si l'État est un État minimal et qu'il se contente de fournir des services de l'État minimal, des services régaliens, on peut tout à fait imaginer qu'un certain nombre de ces services soient rétribués à l'utilisation par les utilisateurs. À nouveau, ce serait tout à fait compatible, je crois, avec la philosophie libertarienne. Et que reste-t-il? Eh bien, si ces deux premiers impôts ne suffisent pas à financer les services de l'État, il me semble que le seul État compatible avec le principe de l'égalité de tous devant la loi, c'est l'impôt par tête, la poll tax, qui est peut-être difficile politiquement à mettre en œuvre, mais qui est compatible avec les règles d'égalité. Maintenant, sur le plan politique, est-ce qu'on peut imaginer de concevoir un programme politique fondé sur ces principes-là de manière immédiate? Ça ne me paraît pas tout à fait évident. Je crois que le Parti libertarien a raison de se fixer des objectifs plus pragmatiques et de militer pour l'abolition de l'impôt sur les revenus d'un côté, mais pour le maintien de la TVA de l'autre, pour ne pas heurter trop les sensibilités de nos concitoyens et pour rester d'une certaine manière un petit peu pragmatique. Et ça m'amène à ma conclusion. Je trouve que le maintien de la TVA est une mesure qui se justifie, enfin, dans le programme du Parti libertarien, qui se justifie par un souci de pragmatisme. C'est de dire on ne va pas révolutionner d'un coup tout le système de notre pays, on va en maintenir des morceaux. Et moi, je conçois l'aventure du Parti libertarien comme une espèce de chemin. C'est-à-dire qu'on ne dit pas tout de suite, nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'on peut d'un coup faire table rase de tout ce qu'il y a dans la société et la remplacer par un système utopique dont tous les tenants et les aboutissants sont scientifiquement démontrés. Ça, c'est le marxisme. Je crois que l'aventure libertarienne, au contraire, c'est une idée selon laquelle le monde actuel n'est pas libertarien, clairement. Et tout ce qu'on peut prendre pour le rendre un peu plus libertarien va dans le sens de notre combat. C'est ça le but. Plus de liberté. Pas la liberté comme un absolu intangible, mais plus de liberté que ce qu'on a maintenant. Et tout ce qui est bon à prendre doit être pris, et c'est pour ça qu'on milite. Et je pense que ça n'est pas incompatible avec une démarche philosophique qui consiste à dire, mais recherchons quel est l'impôt compatible avec la philosophie libertarienne, et d'un autre côté, soyons pragmatiques et disons, voilà des objectifs qu'on se fixe, et voilà des combats que l'on mène pour le moment, parce que c'est ceux-là qui, nous paraissent accessible dans l'esprit de nos concitoyens. Voilà, je vous remercie de votre attention. Oui. J'ai une petite question à propos de l'impôt sur les services, les services rendus, donc le deuxième. L'impôt rémunération du service. Il y a une objection dans la littérature libertarienne, Hayek ou Mill, je ne sais pas, qui dit que quand on est dans un État collectiviste, c'est très difficile de mettre un prix sur les choses, parce que les services ne sont pas sur le marché, donc on ne sait jamais déterminer un prix, donc on ne sait jamais si le service va ramener des cash flows futurs ou pas, ou si le service va être rentable ou pas. Comment on va évaluer justement, et ça c'est l'objection, c'est qu'il disait que l'effondrement des services collectivistes, c'est qu'ils n'ont jamais pu mettre un prix sur les services qu'ils rendaient, que ce soit des usines ou même en du régalien, c'est encore plus difficile, mais même sur des services même industriels. Et donc, comment on va pouvoir, quelle va être la méthodologie pour évaluer, par exemple, ton service régalien, ta justice, oui. Comment tu vas pouvoir lui donner un prix, parce que par définition, c'est pas possible, il n'y a pas de marché. C'est compliqué. Je suis tout à fait d'accord, c'est une objection très pertinente. Je suis d'accord que c'est difficile, mais je ne suis pas d'accord que c'est nécessairement impossible. C'est-à-dire que le système des prix est impossible. Enfin, il est impossible d'avoir des prix dans un système collectiviste, mais si l'État ne fournit que certains services nettement identifiés, on reste dans un système de marché et donc dans lequel il y a des prix. Et en particulier, l'État peut définir quels sont ses propres coûts. Il n'est pas impossible, dans un État minimal, de déterminer le coût de la justice. De dire, ben voilà,
le magistrat doit être payé un certain salaire, les greffiers aussi, les locaux aussi, tout ça est dans le marché, le magistrat doit faire le métier, donc tout ça est dans le marché, et donc on peut déterminer un coût, et on peut déterminer une marge qui a effectivement une part d'arbitraire par rapport au coût, marge destinée à rémunérer les services généraux de l'État. Et donc, je suis parfaitement d'accord avec toi, la détermination d'un prix a toujours une part arbitraire, y compris et même surtout au sein de l'État, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit pas le moins mauvais des systèmes de rémunération des services de l'État. Je pense en d'autres termes qu'on ne peut faire qu'imiter les prix de marché des entreprises privées, mais c'est le moins mauvais des systèmes tant que l'État existe. Ouais. Oui, juste pour suivre la question, est-ce que vous adhérez à l'idée que l'État puisse avoir un monopole sur certaines activités, ou alors est-ce que l'État puisse être en concurrence avec, même dans des activités plus ou moins régaliennes là, nous sortons du débat sur l'impôt, mais je veux bien répondre. Pour suivre sur la question du prix. Je vais répondre. J'ai l'impression qu'il y a certains domaines dans lesquels l'État est inévitable, en ce sens que s'il n'existait pas, ce seraient des domaines qui seraient reconquis par un État qui se formerait par la violence. Et donc, ces domaines-là sont essentiellement la justice, la police et l'armée. S'il n'y a ni justice, ni police, ni armée, il y aura toujours quelqu'un qui va faire la justice, la police et l'armée en s'emparant du pouvoir par la force et qui va reconstituer un État. Et donc l'État est un peu comme le crime. Il est inévitable, il n'est pas nécessaire, mais il est inévitable. Enfin, il y a plusieurs pays dans le monde qui n'ont pas d'armée. Il y a plusieurs pays dans le monde qui n'ont pas d'armée. Oui, mais ils ont une politique. Il y aura toujours une armée, c'est pas... Non, je ne dis pas qu'il y aura toujours une armée, je dis qu'il y aura toujours un État. Il y a des externalités, les pays qui n'ont pas d'armée, c'est parce qu'ils ont des voisins puissants qui les protègent. Et que de toute façon, faire une armée à Andorre, c'est complètement ridicule, parce que de toute façon... Andorre est une copropriété. Mais il y a toujours une franco-espagnole. De toute façon, ils seraient 12, donc voilà... Andorre, c'est pas un État. Oui, en plus, c'est vraiment un État. J'ai une réflexion et puis une question. Ma première réflexion, c'est j'aimerais bien donner tous mes exposés en pleine forme, comme tu les donnes quand tu es malade. Merci beaucoup Christophe. Ça c'est un premier point. Deuxième point, tu as quand même un peu triché. Tu nous parles d'un impôt libertarien et tu nous dis finalement, oui, enfin un impôt libertarien c'est une contribution, donc un don volontaire, ou un prix. Ou une poll tax. Ou une poll tax. Ou une poll tax, ok. Ou une poll tax. La poll tax, c'est un vrai impôt. Mais pour le reste, tu es quand même en train de me parler de montant que j'admets volontairement et que j'acquiesce à donner pour quelque chose. Alors, c'est que le prix, il est un peu forcé s'il y a monopole. Là-dessus, je veux bien te suivre. Enfin, finalement, ta conclusion, c'est qu'il n'y a pas de vrai impôt, sauf effectivement la poll tax. Sauf la poll tax, oui. C'est tout à fait. Les autres ne sont pas tout à fait des impôts. C'est tout à fait ça. Oui. Oui. De la même manière que quand tu vas au supermarché, tu ne payes pas des impôts, tu achètes des choses, tu achètes des services, et que personne n'imaginerait de facturer le prix du pain en fonction du montant de tes revenus ou en fonction du montant de tes dépenses autres que le pain. Personne ne dirait, si vous dépensez beaucoup, vous allez payer beaucoup pour acheter du pain. Je trouve ça un point important de souligner en tant que libertarien. Le problème des impôts, c'est pas que je me déleste de mon argent. Ce soir, je vais me délester de pas mal d'argent parce que j'ai faim, j'ai soif et je vais délester pas mal d'argent. Et pour obtenir des choses que j'ai envie de faire, je le fais volontairement. Le problème des impôts, c'est bien quand ils sont perçus par la force, qu'on m'agresse, qu'on me menace de m'agresser si je ne les paye pas. Et ça, c'est important, je crois, d'un point de vue libertarien, on n'est pas obsédé par l'argent, mais par la violence. Je me fais un petit peu l'avocat du diable, parce que je suis un authentique anarchap, hein, donc l'impôt c'est le vol, c'est au-dessus de mon lit, hein, bon, pas forcément mon opinion. Mais je comprends très bien que de toute façon, l'anarchapisme c'est pas pour demain, on passera forcément, quoi qu'il en soit, par une phase de transition plus minarchiste, donc avec un état minimal. Et alors simplement, au niveau de la philosophie, on peut considérer à ce moment-là que l'impôt c'est finalement la contribution aux charges communes. Car il existe nécessairement des charges communes. À certaines donc dans ce cas-là, quelle serait la différence, par exemple, avec une copropriété où finalement on paye aussi en fonction de la taille de son appartement? C'est-à-dire qu'une certaine progressivité n'est pas forcément totalement incompatible. C'est progressif en fonction des revenus que tu reçois.
de ce que tu reçois de l'État. Cette progressivité-là ne me dérange pas du tout. Mais en réalité, c'est pas de la progressivité, c'est de la proportionnalité. Oui, non, mais c'est ça, Ça peut être proportionnel. J'ai pas fourchalandé, pardon. Oui, non, effectivement, oui, proportionnalité pourrait tout à fait, envisager. mais pas une proportionnalité au revenu. Donc l'impôt va forcément frapper quelque chose. Ce que je dis, c'est que l'assiette de l'impôt doit être le service reçu et pas le revenu, qui n'a rien à voir avec le service que tu reçois. Tu peux avoir des revenus très élevés et ne jamais rien demander à personne dans les services de l'État, ou avoir des revenus faibles et avoir fréquemment besoin des services de l'État. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait des transferts de l'un vers l'autre, ni de raison logique, ni de raison juridique, ni de raison économique en commun. J'avais compris qu'il y avait une réforme fiscale en Belgique au début des années 60, où il y a eu l'apparition de l'ITP et ainsi de suite. Et comment se passe, ma question est de savoir, est-ce que c'était mieux avant, est-ce qu'on était plus proche du libéralisme? C'est une question très intéressante. Alors, j'ai pas voulu vous parler de l'histoire du droit fiscal parce que j'ai pas voulu m'étendre trop longuement, mais puisqu'on me pose la question. Donc l'impôt sur les revenus, il date pas de 1962, il date de 1919. Avant 1919, il n'y avait pas d'impôt sur les revenus en Belgique, ça n'existait pas, sauf pour les sociétés commerciales. Mais en dehors des sociétés commerciales, il n'y avait pas d'impôt sur les revenus. Et l'impôt sur les revenus a été instauré à la sortie de la guerre 14-18, parce qu'on avait tellement créé des déficits publics qu'il fallait bien financer la dette énorme qui s'était créée pendant la guerre 14. L'impôt et la guerre sont dans l'histoire intrinsèquement liés. Les impôts sont généralement augmentés ou instaurés après ou pendant les guerres. Et en l'occurrence, c'est exactement ça qui s'est passé. On a fait l'impôt sur les revenus en 1919. Et d'ailleurs, quand on lit les travaux préparatoires, ce que j'ai fait, quand on lit les travaux préparatoires à l'époque, les débats au Parlement à propos de l'impôt sur les revenus, c'est exactement en ces termes-là que l'impôt est justifié. Il y a eu la guerre, les dépenses ont été très élevées, nous allons instaurer un impôt très exceptionnel pour une situation très exceptionnelle. Près de 100 ans plus tard, on est toujours dedans. Et il faut être conscient qu'à l'époque, les débats étaient très vifs au Parlement. Certains disaient l'impôt sur les revenus, c'est une idiotie, une aberration. Et on parlait de quoi? On parlait d'impôt entre 5 et 10% du revenu. C'était ça le taux de l'impôt sur les revenus qui était vécu déjà à l'époque comme une expropriation par les députés qui étaient un petit peu libéraux au sein du Parlement belge. Ensuite, cet impôt n'a évidemment pas cessé d'augmenter, mais en 1962, la réforme dont vous parlez, c'est la réforme de la globalisation de l'impôt, c'est-à-dire que l'impôt jusqu'alors était perçu revenu par revenu. Les revenus mobiliers étaient taxés d'un côté, les revenus professionnels de l'autre, les revenus immobiliers de l'autre. En 62, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis tous ces revenus dans un grand pot, de manière à avoir une progressivité de l'impôt qui soit dépendante de l'ensemble des revenus et pas des revenus catégorie par catégorie. Mais à l'époque, quand on regarde les chiffres, il faut se représenter ça. La tranche de 50% d'impôt existait déjà, et elle était atteinte pour les revenus qui dépassaient 2 500 000 francs en 1962. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est que 2 500 000 francs en 1962, c'est probablement la valeur d'une belle villa à l'époque. Et donc, il y avait de la progressivité, il y avait un impôt sur les revenus, mais dont l'impact dans la vie réelle des gens n'avait absolument rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, où à partir de à peu près 30 000 euros, vous payez déjà 50% d'impôts. Mais 30 000 euros d'aujourd'hui et 2 500 000 francs de 1962, je ne sais pas quelle est la proportion exacte, il faudrait demander ça à un économiste sans doute. Mais c'est un rapport. Ça va être à peu près en euros. Oui, ça va faire environ 2 millions d'euros, quelque chose comme ça. Ça doit être quelque chose de cet ordre-là. Enfin, voilà, voilà. Mais donc, pour répondre à votre question, oui, l'impôt sur le revenu non seulement est une institution récente dans l'histoire, mais a connu un développement considérable entre les années 70 et aujourd'hui, donc sur une période de 40 ans dans toute l'histoire de l'humanité, et aujourd'hui, en réalité, à un niveau qui n'a jamais existé nulle part, à aucun moment dans l'histoire. Donc on est vraiment en économie de guerre, c'est un peu comme la grande... On est plus qu'en économie de guerre, on est plus qu'en économie de guerre. C'est lui le nouveau roi.